ils sont canadiens. Ils payent environ 30 000 $ pour une année d'études. Je n'ai jamais cru au programme de l'exemption des frais de scolarité supplémentaires par programme d'études et par région. Si jamais vous n'êtes pas familier avec ça, parce que peut-être qu'il y a des personnes qui ont commencé à s'intéresser au Canada, c'est le programme qui a fait en sorte que vous voyez partout sur Internet que étudier au Canada gratuitement à partir de 2023. Beaucoup de personnes faisaient des vidéos par rapport à ça l'année passée, mais je suis surpris que je ne vois pas beaucoup de vidéos maintenant que l'information officielle est dehors. Je pense même que sur les médias, je n'ai pas non plus trouvé beaucoup d'informations par rapport à ça durant cette année 2023. C'est-à-dire, j'espérais par exemple que des médias allaient poster le nombre de bourses qui allaient être disponibles. J'ai fait beaucoup de recherches et j'ai eu du mal à trouver l'information, mais je suis tombé sur la vidéo d'un conseiller d'orientation du Québec qui expliquait qu'il y allait avoir environ 300 bourses pour les étudiants internationaux, ce qui ne représente quasiment rien parce que rien qu'entre 2019 et 2020, le Québec avait 50 000 étudiants internationaux. Donc vous comprendrez que c'est un peu comme une goutte d'eau dans un lac, ça ne représente rien. Et en faisant davantage de recherches, j'ai par exemple vu les quotas de certaines écoles, comme par exemple l'Université Laval qui allait octroyer 24 bourses, l'Université de Québec en Outaouais qui allait octroyer 36 bourses, l'Université de Québec à Rimouski qui allait octroyer environ 46 bourses, et je pense que c'est celle qui offre probablement le plus. Et tout d'abord, vous devez savoir que dans toutes les provinces du Canada, ce sont les résidents du Québec qui payent les frais de scolarité les moins élevés. Pour comprendre pourquoi moi je n'ai jamais cru en ce programme, il faut déjà savoir combien est-ce que les Canadiens payent de frais de scolarité et pourquoi est-ce qu'ils payent des frais de scolarité comme ils le font. Donc, comme j'expliquais tantôt, ce sont les résidents du Québec qui payent les frais de scolarité les moins élevés dans tout le Canada. Et on sait tous que leurs frais de scolarité sont entre 4 000 et 5 000 $ par année. Quand je dis entre 4 000 et 5 000 $, c'est que j'inclus les frais de scolarité directs et puis j'inclus aussi tous les autres frais qui sont souvent tout autour, comme par exemple les frais de technologie, les cotisations étudiantes s'il y en a et ainsi de suite. C'est généralement aux alentours de 4 000 à 5 000 $ par année. Et j'ai précisé résident du Québec et non canadien parce que un Canadien du Nouveau-Brunswick ne va pas payer la même chose qu'un résident québécois. On est considéré résident du Québec une personne qui est née dans la province du Québec, une personne qui réside au Québec depuis environ 1 an où il travaille, ou encore parfois ceux qui ont des parents qui sont considérés comme résidents du Québec. Et si jamais vous vivez au Québec depuis 1 an ou plus, généralement si vous postulez dans une école, l'école va vous demander de fournir des documents bien précis pour pouvoir vous considérer comme étant un résident du Québec. Donc, je répète encore une fois, un Canadien, par exemple, qui vit au Nouveau-Brunswick et qui décide de venir étudier au Québec, supposons que sa rentrée c'est en septembre 2023 et il arrive au Québec en juin 2023, il ne payera pas les mêmes frais de scolarité qu'un étudiant québécois. Cet habitant du Nouveau-Brunswick qui est pourtant Canadien ou résident permanent, lui, il paiera plus du double parce que ses frais de scolarité seront aux alentours de 9 000 $ par année. Donc, vous comprendrez que c'est d'abord impossible que le gouvernement du Québec va dire que il va laisser d'autres Canadiens pour pouvoir subventionner les frais de scolarité des étudiants étrangers. Ça ne fait aucun sens. Et c'est pour ça que moi, j'étais troublé depuis le début et que j'ai jamais cru à ça. C'est également la raison pour laquelle je n'ai jamais fait de vidéo par rapport à ce sujet parce que je me disais, attendons d'avoir plus d'informations. Tout le monde aime avoir des vues. Moi également, j'aime avoir des vues, mais j'aime avoir des vues quand j'apporte de la valeur aux gens. Et déjà, pour comprendre pourquoi est-ce que les frais de scolarité sont aussi bas au Québec, il faut repartir en 2011. Parce qu'en 2011, le ministre des Finances du Québec a déposé son budget et en ce moment-là, il a décidé qu'il allait faire augmenter les frais de scolarité des étudiants québécois de 327 $ de 2012 jusqu'en 2017, ce qui allait représenter une augmentation de 1 625 $ au total. Et ben, les étudiants du Québec ont décidé de ne pas se laisser faire, bon, ainsi que leurs parents, parce que il y a des manifestations qui avaient commencé dès la fin de l'année 2011, en novembre. Le gouvernement n'a pas réagi et puis il y a eu d'autres manifestations en février ainsi qu'en mars. Et en mars, il y a une manifestation qui a regroupé carrément 200 000 personnes. Donc, 200 000 personnes étaient dans les rues de Montréal et on considère que dans le Québec, il y avait plus de 300 000 personnes qui étaient dans la rue pour demander à ce que ce soit abandonné et qu'il n'y ait pas d'augmentation de frais de scolarité. Et je les comprends parfaitement parce qu'il faut se dire que s'ils avaient laissé ces augmentations-là,
probablement qu'il y aurait eu des augmentations par la suite et les Québécois n'allaient pas payer des frais de scolarité moindres comme ils le payent actuellement. Parce que pour vous donner une idée, à l'université de Moncton, par exemple, les Canadiens sont aux alentours de 7 500 $ par année. Et il faut savoir que les universités francophones sont généralement moins chères que les universités anglophones. Pour vous donner l'équivalent, qui est University of New Brunswick, les étudiants là-bas paient environ 9 000 $ par année. Et je sais qu'on a l'habitude de vous attendrir avec cette idée que le Canada veut des immigrants. Le Canada a par exemple accueilli 500 000 résidents permanents l'année passée. Mais il faut toujours vous demander qu'est-ce qu'on vous cache quand vous recevez d'informations ou si l'information est transmise de façon fidèle. Parce que par exemple, l'année passée, effectivement, le Canada a accueilli 500 000 résidents permanents. Mais ce qu'on ne vous dit pas, c'est que la plupart de ces personnes, de ces 500 000 personnes qui sont devenues résidents permanents, vivaient déjà au Canada. Étant donné que l'entrée express, qui est le programme qui permet d'avoir le plus de résidents permanents, a quasiment été fermé toute l'année. Et je ne pense même pas que l'entrée express l'année passée a permis d'accueillir 30 000 résidents permanents, étant donné que ça a ouvert en milieu d'année et qui ne faisait pas de tirage de façon régulière. Et pour vous donner encore une idée de ce qu'on paye dans d'autres universités, parce que l'un des arguments qui était soulevé lorsqu'on voulait augmenter les frais de scolarité au Québec, c'est que il fallait que les universités du Québec restent compétitives par rapport aux autres universités du Canada, puisque pour pouvoir avoir des infrastructures, cela requiert de l'argent. Je ne suis absolument pas en train de soutenir ce point de vue, mais c'est généralement le point de vue qui est soulevé lorsque on parle des frais de scolarité. Et il faut aussi savoir que ici, les étudiants du pays ont tendance à s'endetter pour partir à l'école. Et vous allez comprendre pourquoi ils s'endettent quand ils partent à l'école, quand vous saurez combien des étudiants payent dans notre province pour pouvoir partir à l'école. Et pour ça, je vais prendre mon ordinateur tout à l'heure. Pour vous donner juste une brève idée, c'est que, par exemple, j'ai un ami qui est canadien et qui est à l'université d'Ottawa. Il fait un Juris Doctor en droit et lui, il paye 17 000 $ de frais de scolarité par année. Et par exemple, sur mon écran actuellement, je devrais vous montrer ce que les étudiants paieraient à l'université Laval. Donc, vous verrez que sur la ligne de 15 crédits, si un étudiant décide de prendre 15 crédits par session, au total, il payera environ 1 914 $ et 63 sous si jamais il est considéré comme résident du Québec. Mais si jamais ce même étudiant est par exemple canadien qui n'est pas considéré comme résident québécois, je vous explique en début de vidéo ce qu'il faut pour qu'on vous considère comme résident québécois. Dans ce cas, celui-ci qui n'est pas résident québécois mais qui est canadien ou résident permanent paiera des frais de scolarité de 4 881 $ et 18 sous. Et ça, c'est toujours ces frais de scolarité par session. Donc, vous comprendrez que pour une année d'études, il sera quasiment à 10 000 $. Et ça, c'est les 10 000 $ que vous payez au CCNB et que vous vous plaignez que c'est beaucoup. Alors que dans la plupart des autres écoles, les Canadiens payent plus que ça hors du Québec. Si on jette un coup d'œil à l'université d'Ottawa, vous allez voir que les résidents permanents payent la même chose que les Canadiens. Donc, si tu es résident permanent de l'Ontario ou canadien de l'Ontario, pour tes 33 premiers crédits, tes frais de scolarité seront de 4 710 $ et 73 sous. Alors que si tu es considéré comme non-résident ontarien, tu vas payer 4 946 $ et 27 sous. Donc, vous remarquerez que quand vous n'êtes pas résident d'une province, généralement, les frais de scolarité que vous payez ont tendance à être plus élevés. Dans le cas de l'Ontario, vous pouvez voir que la différence n'est pas très grande comparativement au Québec où, par exemple, quelqu'un qui n'est pas résident du Québec va payer un peu plus du double que ce qu'un Québécois payerait. Et je tiens à préciser que ça, c'est toujours des frais de scolarité par session. Si on part à l'Université de Toronto, qui est l'université qui a la meilleure réputation au Canada, puisque s'il devait avoir un Harvard au Canada, ce serait l'Université de Toronto. Donc, pour l'Université de Toronto, à l'administration des affaires, pour un étudiant qui est entré en 2021, vous pouvez voir que durant sa première année, il payait 6 100 $. Mais durant sa deuxième année, c'est-à-dire 2022-2023, il allait payer 16 370 $ par année. Et ça, c'est s'il n'est pas résident de l'Ontario. Encore une fois, s'il est résident de l'Ontario et qu'il avait commencé ses études en 2021, vous voyez que pour l'année 2021-2022, il allait payer 6 100 $. Mais par la suite, il allait payer 15 900 $ par année. Ça, c'était juste pour vous donner une idée de comment les choses sont. Et il faut savoir qu'il y a des programmes qui sont souvent un peu plus sélectifs, pour lesquels on va même payer des frais de scolarité plus élevés. Parce qu'au Québec, les étudiants payent environ la même chose pour tout. À l'extérieur du Québec, généralement, c'est que tes frais de scolarité varient également en fonction du programme d'études que tu choisis. Comme par exemple, là, à l'Université de Toronto, on a vu que pour un étudiant
en administration des affaires, il allait payer 6 100 pour sa première année et environ 16 000 ou 15 000, dépendamment s'il était résident de l'Ontario ou pas. À l'Université de Toronto, les étudiants en médecine payent environ 23 000 $ par année. Et les étudiants en droit, eux, ils payent environ 30 000 $ pour une année d'études. Ils sont canadiens. Ils payent environ 30 000 $ pour une année d'études. Et quand je parle de programmes sélectifs, c'est pas forcément que ces programmes-là sont plus difficiles que les autres, mais c'est principalement parce qu'ils ont une forte demande et ce qui fait en sorte que les conditions d'admission sont généralement un peu plus compliquées puisqu'il y a moins de places qui sont disponibles. Et pour vous donner une idée, par exemple, des programmes qui seront considérés comme beaucoup plus sélectifs ou des programmes qui seront considérés comme des programmes élitistes, c'est qu'il y a par exemple des programmes de médecine, pharmacie, droit, médecine vétérinaire, architecture. Ça, ce sont les programmes qui peuvent me venir en tête immédiatement, mais il y a quand même un peu plus de programmes que ça qui seront considérés comme des programmes élitistes. Par exemple, pour ces programmes que je viens de citer, au Québec, on va les appeler des programmes contingentés. Et ce sont des programmes pour lesquels généralement, on ne donne pas des admissions comme ça, c'est-à-dire que tous les étudiants postulent d'abord et puis on va donner des admissions aux meilleurs candidats. Donc, c'est déjà tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile d'une certaine façon. Et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!